Vendredi 27 mai de l'an 2016, mesdames, messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre dans votre émission 100% en Bénin sur SICA. Lentement mais sûrement, le projet de réforme constitutionnelle et institutionnelle défini comme la priorité des priorités du président Patrice Talon semble prendre corps. Les consultations des différentes couches de la société béninoise entamées par la Commission nationale technique en charge des réformes a d'ores et déjà permis d'enregistrer un certain nombre de propositions, des propositions aussi pertinentes que variées, qui viennent enrichir le débat sur la révision de la Constitution. Au cours de cette émission, il sera question d'analyser quelques-unes de ces propositions, notamment celles formulées par le Parti social-démocrate devant la Commission en charge des réformes. Mais avant d'aborder le sujet, nous allons faire un tour du côté des canards. Voici la revue des titres à la une des quotidiens béninois parus ce matin. Jordan Storanou, bonjour. Emmanuel Crépi, bonjour. Amis téléspectateurs, bonjour. Vous avez déjà quelques quotidiens sous la main. Qu'est-ce que la presse béninoise nous réserve ce matin? Eh ben, un bon nombre de quotidiens sous la main. Emmanuel Crépi, l'actualité politique est extrêmement riche et variée. Les journaux font également cas de ces actualités. Là, on démarre avec Actu Express qui affiche en manchette: pour non-paiement de leur salaire suite à la suspension des virements aux entreprises par la Ségub, les employés d'entreprises, ports et services EPS en sit-in hier à Cotonou. Ils projettent de gigantesques manifestations sur le ministère des Infrastructures et des Transports les jours prochains. Nouvelle expression: redéploiement des gardes du corps, les mises au point de Ngwedi à l'exécutif. Réforme politique et institutionnelle, les propositions de l'ONG Alcrer à la commission Djogbenou Kinikini. Vague de nomination de nouveaux directeurs de sociétés d'État, le gouvernement Talon met les choses en ordre. Conseil national des chargeurs du Bénin, Antoine Dayori s'installe pour un nouveau départ. Braquage sur l'axe Cotonou-Boycon, un bus attaqué, 3 morts dont un malfrat abattu. Diaspora de Saba, intégralité des 24 nominations au Conseil des ministres, l'administration publique grabataire peut-elle enfin sortir de son coma? Le quotidien s'interroge. La Nouvelle Gazette, réquisition des usines de la Sodeco, la question des 29 milliards réclamés par Talon refait surface. Ministère de la Justice et de la Législation, les magistrats en colère contre les nominations de Talon. L'affiche du jour, Assemblée nationale, 7e législature, qu'est-ce qui bloque la programmation des questions au gouvernement? L'affiche du jour s'interroge. Et puis promotion des cadres à l'ère du nouveau départ, nomination basée uniquement sur la compétence ou récompense politique. Une autre interrogation, troisième interrogation, toujours avec l'affiche du jour, animation de la vie politique nationale, où sont passés Rodriguez et le Parti démocratique? Le confrère de la matinée, affaire Didier Olé-Nicole contre la Fédération béninoise de football, le Bénin condamné à payer 39 000 € à titre d'arriéré de rémunération et 153 000 € à titre de compensation pour rupture de contrat dans un délai de 30 jours. Lire la décision du juge unique de la commission du statut du joueur. Gestion de l'État, la machine du nouveau départ, chemin progressivement en place. Le coopérant prétendu, semence livrée par la Sodeco au titre de la campagne 2013-2014, Patrice Talon réclame encore 1,8 milliard de francs CFA au trésor public. Où va le Bénin sous la rupture? S'interroge le coopérant. Le potentiel, vague de passation de charges dans les sociétés et offices d'État. Laurent Tossou prend le fauteuil de Kwabwe Mambou. Antoine Dayori s'installe au CNCB. Idrissou Gounou aux commandes de la Sonacop. Le projecteur, pression pour le paiement des frais de prétendues semences au titre de la campagne 2013-2014. Le gouvernement de la rupture déterminé à vider les caisses de l'État. Le paiement de 1,8 milliard immédiatement exigé
à la Sonapra. Le routier rué vers Patrice Talon. Les députés fuient les redressements fiscaux. L'Assemblée nationale deviendra-t-elle une caisse de résonance pour le gouvernement? Interrogation. L'économiste, signature de convention SG-Bénin-AFD, Profarco, près de 12 milliards d'appui au secteur privé. Les 4 vérités pour ces efforts de paix et de développement. Le SG de l'Organisation de la coopération islamique salue la sagesse de Boni Yahi. L'investigateur du jour, Assemblée nationale, voici pourquoi tous les députés se ruent vers la rupture. Athanas Bokor se prononce sur la disqualification des écureuils juniors. Je crois que cette sanction va tout remettre à zéro. L'opinion aujourd'hui polémique autour de la proposition du mandat unique, une manœuvre des anti-révisionnistes pour noyer le projet. Un grand fossé entre ce que les politiciens disent devant caméra et micro et ce qu'ils mijotent. Rencontre de réconciliation au sein de l'Union fait la nation dimanche prochain. L'honorable Léon Basile Rossi signe son retour parmi les siens. Maté libre après son poste sur le Conseil des ministres. À Diaka, menacé de mort, de vives polémiques sur des nominations de nouveaux patrons pour les gendarmes et policiers. Nord-Sud quotidien menace terroriste, Djougou en alerte maximale face aux djihadistes. Quotidien Nokwe, Conseil des ministres, les DG de la gendarmerie et de la police nationale emportés par la rupture. Repère média info, pendant que le gouvernement crie partout que les caisses de l'État sont vides, 17 milliards s'apprêtent à sortir du trésor pour la Sodeco, soit au total 48,5 milliards pour la Sodeco et l'AIC en un mois. Bravo à la rupture. Soleil levant pour mettre un terme à la revue de presse. Emmanuel Crépy, paiement des frais de réquisition fictive, pression sur la Sonapra et le Trésor pour sortir frauduleusement 17 milliards. Emmanuel Crépy, ce sera donc tout pour la revue de presse pour le compte de cette journée. C'était donc la revue des titres à la une des quotidiens béninois qui nous sont parvenus ce vendredi matin. Merci Johannes Toanou d'avoir feuilleté pour nous ces tabloïds. Nous allons à présent installer nos débatteurs. La tribune de discussion, c'est juste après ceci. Sika TV fait désormais escale dans chacun des pays africains. Escale numéro 1, le Bénin. Retrouvez désormais sur Sika TV votre émission 100% Bénin consacrée exclusivement à l'analyse de l'actualité au Bénin. Pendant 45 minutes, la parole sera donnée aux spécialistes de l'information et autres analystes pour décrypter l'actualité socio-économique et politique. « 100% Bénin, c'est du lundi au vendredi sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Le Parti social-démocrate PSD n'est pas resté en marge des réformes politiques et institutionnelles engagées par le gouvernement béninois. La formation politique à travers ces propositions plaide entre autres pour un mandat présidentiel unique de 7 ans, l'insertion d'un principe de loi à programme, la création d'un Sénat comme pouvoir législatif, la création à la Cour suprême d'une chambre judiciaire politique, puis la suppression pure et simple de la haute cour de justice. Autant de propositions. Nous allons analyser ces propositions sur ce plateau avec vous, Stanislas Mbedi, acteur politique et secrétaire national en charge des relations internes au Parti social-démocrate du Bénin. Monsieur Mbedi, merci d'être sur ce plateau. Merci à vous, Emmanuel. On en parle également avec Honoré Benjamin Naom, journaliste et rédacteur en chef de Radio Soleil FM à Cotonou, au Bénin. Bonjour Honoré et merci d'être sur ce plateau. Merci et bonjour aux téléspectateurs. Stanislas Mbedi, dans la fièvre des réformes politiques et institutionnelles engagées par le gouvernement béninois, votre parti, le Parti social-démocrate PSD, a fait un certain nombre de propositions à la commission en charge de la modification de la Constitution. Globalement, que devons-nous retenir?
Merci pour l'invitation. Le PSD n'a pas voulu rester en marge du débat des réformes en cours. Et pour ce faire, il a tenu une rencontre le samedi, passé le 21, au stade de l'amitié Mathieu Kérékou, pour faire ses propositions et transmettre à la commission. Il faut retenir comme innovation le principe de la loi programme que nous voulons insérer dans la Constitution. Ça nous permet d'avoir un canevas pour le développement du pays. Pour les pays africains, il n'est pas bon de laisser la définition des priorités de questions de développement à la charge d'un simple régime. Quand cela se fait, eh bien, nous assistons à une dispersion de l'énergie, à une mauvaise orientation de la politique de développement. Donc, nous avons estimé, comme dans les autres pays qui ont des canevas au niveau de chaque secteur d'activité, il faut avoir cette loi programme, retenir le principe dans la Constitution et maintenant mettre en place une équipe technique pluridisciplinaire qui va élaborer le contenu de ce canevas, qui indique les grands axes de développement du pays. C'est un peu à l'instar des études perspectives à long terme, à la FIA 2025 que tout le monde connaît, mais que les dirigeants ne mettent pas en pratique. Donc il faut rompre avec ça. Nous ne pouvons pas faire la démocratie, nous ne pouvons pas travailler à l'enracinement de la démocratie en laissant ce terrain libre à chaque gouvernant. Donc c'est pourquoi il faut maintenant avoir ce principe pour éviter les dispersions. Je donne souvent un exemple. Regardez la route Cotonou-Calavi-Boycon-Parakou, qui est d'une nécessité à ne plus démontrer pour le pays, en matière de développement, en matière de transport des vivres de l'intérieur à Cotonou. Mais regardez le temps qu'on a mis pour construire cette route. Pendant ce temps, il y a des routes qu'on a construites un peu partout dans le pays, qui n'ont pas une utilité vraiment avérée pour l'économie du pays. C'est parce qu'on n'a pas défini les priorités. Et donc, pour régler ce problème, il faut avoir ce canevas qui sert de boussole et qui oriente. Chaque président qui vient, il prend ce qui revient à son mandat et il le réalise. À la fin, on peut évaluer si le gouvernement a atteint les objectifs ou pas. Donc, on fait des projections sur le long terme et le régime qui vient, il s'évertue à accomplir ce qui est proportionnel à son mandat. Et ça nous a amené aussi à penser à un mandat unique. Je peux déboucher là-dessus. On va y revenir tout à l'heure. Je crois que pour ce qui concerne le principe de la loi programme, cela consistera également à maintenir les priorités du pays, quel que soit le régime qui s'installe à la tête de l'État. Honoré Benjamin Damou, vous avez suivi l'exposé de Stanislas Mbedi par rapport à ce principe de la loi programme que le PSD propose pour la nouvelle constitution. Je tiens ici personnellement à saluer le PSD parce que l'introduction qui a été donc donnée nous envoie directement sur les priorités de développement. Vous allez voir certains acteurs politiques aujourd'hui, leur priorité, et le débat est là aujourd'hui. On parle beaucoup plus du mandat unique ou de 2 mandats. Donc c'est les questions politiques qui continuent de préoccuper au premier plan certains acteurs politiques au lieu de penser développement. Alors, cette proposition, vous ne pouvez pas comprendre son importance. Il faut véritablement aller même au cours de la période électorale. Nous fatiguons nos candidats à leur demander de nous présenter un projet de société. En toute honnêteté, on fatigue nos candidats parce que un projet de société, ce n'est pas quelque chose qui relève uniquement d'un parti politique. Non, c'est la nation qui décide de conduire le pays à une destination d'ici 25-50 ans. Merci. Mais le problème que nous avons dans notre pays, on n'a jamais mis un cerveau collectif pour définir les priorités de la nation. Un président de la République qui vient, il se lève le matin, il dit, bon voilà, je veux une école dans telle localité. Sans savoir au préalable les conditions qu'il faut remplir. Si on met une école dans cette localité, comment envoyer la ressource humaine? Comment trouver l'assainissement même de cette localité? Parce que si vous mettez une école et que les populations n'ont pas de voie
pour accéder à l'école, l'école va rester dans la brousse. Donc, ces priorités devraient être normalement définies au sein d'un creuset. Ça veut dire que le président de la République dit « J'appelle les forces vives de la nation à réfléchir et à concevoir quelque chose que nous devrions tous respecter et suivre dans la République. » Donc, un programme du genre, c'est ce qu'on peut souhaiter pour le Bénin. Parce que nous sommes ici dans ce studio, on ne sait pas ce qui va se passer dans 25 ans, 50 ans, mais on peut planifier. On peut planifier en disant, par exemple, aujourd'hui nous avons des problèmes de circulation dans la ville de Cotonou. Que deviendra la circulation dans la ville de Cotonou d'ici 25 ans, où tous les jeunes aujourd'hui veulent acheter une voiture. De moins en moins on achète de motos maintenant. Donc quand nous allons tous avoir de voitures d'ici 5 ans, 10 ans, on va circuler où? Quand vous allez sortir de votre maison, vous pouvez faire 6 heures de temps avant de regagner votre boulot. Donc c'est une réflexion qu'il faut commencer aujourd'hui et savoir quelles sont les voies à tracer encore à Cotonou, quelles sont les ouvertures de voies à faire dans telle ou telle localité. Tout ça, ça doit être dans un projet de société pour le Bénin et non pas un projet de société pour un candidat. Ce qui est encore plus grave ici, c'est quoi? C'est que nous avons des candidats qui ne sont pas issus des partis politiques. Ça veut dire que le jour où il décide donc d'aller à la magistrature suprême, il rassemble quelques têtes, il dit « élaborez-moi quelque chose ». Et c'est ça qu'on vient proposer à la nation. On doit changer maintenant le système et dire « voilà ce que la nation vous impose ». Si vous-même vous voyez la charge, si vous pouvez tenir, vous venez. Si vous ne pouvez pas, mais vous restez tranquillement dans votre maison et vous dirigez votre famille, au lieu de vouloir diriger une nation. Je pense que c'est une priorité pour le Bénin, et si on peut aller dans ce sens, je crois que ça va beaucoup nous aider. Stanislas Roumbédi, je crois que votre parti a également fait cas d'une autre innovation, c'est la création d'un Sénat en tant que pouvoir législatif, mais quelle sera l'utilité de cette institution? Justement. Puisque le Bénin détient déjà un Parlement qui s'est déjà bien voté des lois. Tout à fait. Nous avons beaucoup de problèmes et nous pensons que pour régler une partie de ces problèmes, il faut avoir un Sénat au niveau de notre Parlement. Donc désormais, nous avons le Sénat et nous avons l'Assemblée nationale. Au niveau du Sénat, le Sénat doit s'occuper de l'élaboration, de la mise à jour, du suivi et de l'évaluation du canevas de développement pour le pays. Le canevas, qui a été retenu par le principe de la loi-programme dans la Constitution, est élaboré par, ou bien sous la supervision du Sénat. Qui sont ceux-là qui vont rester au niveau du Sénat? C'est ceux-là qui ont une expérience avérée, ceux-là qui ont une connaissance bien approfondie des questions de développement du pays, à savoir par exemple les anciens présidents de la République, les anciens présidents de l'Assemblée nationale, des personnalités du pays, à l'instar du professeur Théo Idré, du président Moussou Bruno, et d'autres éminences grises du pays, qui ont encore une capacité à donner au pays. Ceux-là sont là. Ils peuvent provenir également des associations de développement ou bien des organisations de la société civile ou bien des centrales syndicales. Ils seront là. Vous avez parlé des éminences grises. Est-ce que cela voudrait dire que les acteurs du Sénat ne seront pas élus, ils seront nommés? Il y en a qui seront nommés, il y en a qui seront élus. Mais de droit, d'office, les anciens présidents de la République, les anciens présidents de l'Assemblée nationale, eux, ils sont d'office là. Maintenant, le président même, il va faire des nominations pour avoir là-bas des personnalités capables de lui apporter un plus. Ils seront là-bas. Maintenant, nous avons fait une proposition RS perfectible. Donc, on peut mettre en place une loi organique peut aller beaucoup plus en profondeur pour dire la composition ou bien les membres devant siéger au niveau du Sénat. Donc, voilà un peu le contenu de la notion du Sénat. Donc, avoir je vais dire, une brochette de personnalités capables d'apporter un plus. Je regarde un peu la politique au Nigeria. Vous savez, les anciens présidents, ils sont écoutés. Il y a un ancien président, peut-être que les gens n'entendent plus parler,
mais on l'appelle Yakubu Gowon. Il est souvent là où le Nigeria parle de l'avenir. Il est toujours là, on l'écoute, ainsi que d'autres présidents. Nous n'avons pas formalisé un cadre comme ça chez nous. Donc, nous ne bénéficions pas de l'expérience accumulée de ces personnalités qui ont servi le pays à un niveau élevé. Donc, il faut corriger ça et donner la possibilité au pays maintenant de partir vraiment sur de nouvelles bases. Alors, honoré Benjamin Aroum, est-ce que vous jugez de l'opportunité de la mise en place d'un Sénat dans un contexte actuel où d'autres pays africains ont plutôt opté chez eux à la suppression de cette deuxième chambre parlementaire, le Sénégal il y a quelques années et la Mauritanie tout récemment? Donc, quand vous prenez le fondement même de cette institution, on ne peut pas rejeter cette idée. Mais je pense, à mon humble avis, qu'on peut attendre. Si c'est on veut utiliser, par exemple, certaines personnalités ou surtout les anciens présidents, on peut les envoyer à la Cour constitutionnelle. Moi, je proposerais peut-être cette formule pour dire un président qui quitte le pouvoir et qui ne reviendra plus, donc qui ne peut pas chercher un autre mandat, c'est qu'on le balance directement au niveau de la Cour constitutionnelle. Il devient membre de la Cour constitutionnelle parce qu'il est arrivé à un niveau donné où il peut conseiller, il peut dire, bon voilà, vous prenez telle ou telle disposition, ça peut aider donc le pays. Je propose cette formule. Et ce que je vais encore proposer, c'est quoi? C'est que d'abord, la République trouve des bureaux aux députés à l'Assemblée nationale. Parce que vous avez des députés qui quittent la maison pour venir en session, qui n'ont même pas lu le document qui va être abordé. C'est un coup. La nouvelle construction. Oui, la nouvelle construction. Les bureaux sont dans les bas-fonds de ouais, mais malheureusement, ça tarde. Donc, ce dossier doit être définitivement réglé et qu'on trouve des députés. Donc, un député qui a un bureau peut chercher à avoir un petit assistant ou bien quelqu'un là qui maîtrise un peu les tests, qui va l'accompagner, qui va lui expliquer, même s'il n'a pas été à l'école, c'est pas un problème. Mais au moins, il aura quelqu'un pour lui expliquer. Parce que quand le député ne maîtrise rien, il vient, il suit les autres. Ou bien il dort. Quand il faut lever la main, il lève la main. Ou bien on lui dit de voter, c'est parce que son frère lui a dit, bon, on nous a donné 2 millions comme frais de carburant, donc on vote dans ce sens. Il vient, il vote dans ce sens. Il ne sait même pas pourquoi il vote. Donc c'est un problème réel qu'il faut commencer à régler. Parce que si nous mettons là-bas véritablement à un niveau très élevé, mais certains vont refuser de déposer même leur candidat. Quand on va les appeler pour dire donne ton nom pour qu'on te mette sur la liste pour être député, la personne va dire non. Ce qui se fait là-bas, c'est un débat très relevé. Je pense que on peut discipliner les gens en mettant vraiment les gens dans des conditions où on sait que c'est un travail de qualité. Le député qui se lève de sa maison, s'il n'a pas autre chose à faire, il vient dans son bureau, il réfléchit sur les dossiers. Je pense que si on commence par là, c'est déjà quelque chose. Donc, ajouter une autre institution tout de suite, il y a aussi les dépenses qu'il faut voir. Donc, il y a des dépenses, ces personnalités seront donc entretenues et tout ça. Ça peut avoir un coût. Je ne néglige pas l'importance de la structure parce qu'effectivement, il faut réfléchir. Le Bénin doit pouvoir maintenant commencer à réfléchir sur les questions de développement et fixer les priorités. Parce que si on ne va pas dans ce sens, c'est sûr nous allons continuer à faire le même débat que nous avons, les politiciens ont changé tel boy, ils sont allés maintenant à gauche, ils sont allés à droite, ils sont maintenant au milieu. Donc, je pense quand même que ce sont des réflexions qu'il faut commencer à mener dans la société. Parlant de la transhumance, je crois que le PSD a fait des propositions en essayant de corser même les conditions d'éligibilité des candidats à certains postes politiques. Par exemple, au niveau du président de la République, le candidat doit faire partie d'un parti politique. Tout à fait. Le candidat doit être le porte-flambeau d'un groupe politique et résider au moins une année dans le pays, se familiariser avec les réalités du pays avant le jour du scrutin. Voilà. Avant le jour du scrutin et être investi par le groupe politique 6 mois avant. Parce que vous avez vu ces dernières années, bon, ces 2 mandats passés, vous avez vu à quel moment on devient candidat et récemment encore, c'est pratiquement à 1 mois que tout s'est joué là. Il faut éviter ça à l'avenir, déjà à 6 mois avant le jour du scrutin. Le candidat a investi et nous avons une bonne lecture des acteurs en compétition. Maintenant, au niveau du Parlement, lorsque vous êtes là-bas, après l'installation des organes de l'Assemblée nationale, vous devez faire maintenant votre déclaration de positionnement, à savoir si vous êtes de la mouvance ou bien si vous êtes de l'opposition. Et
cette déclaration vous donne des droits et en même temps vous exige des devoirs. Donc, au titre des devoirs, par exemple, vous ne pouvez plus faire le nomadisme, vous ne pouvez plus vous donner à ce jeu-là. Donc, lorsque vous voulez quitter le groupe parlementaire auquel vous appartenez, vous perdez votre titre de député et immédiatement votre suppléant vous remplace. Cela va éviter un peu la recomposition perpétuelle, éternelle des groupes politiques, des groupes parlementaires que nous avons à l'Assemblée nationale. Et donc, voilà un peu au niveau des avantages. Lorsque vous vous déclarez en tant que parti de l'opposition, il y a un leader pour l'opposition. Vous avez des avantages. Vous devez avoir une représentation dans toutes les institutions de contre-pouvoir. C'est-à-dire, l'État doit vous reconnaître ça. Ce n'est pas ce que nous avons vécu par le passé, où quand vous êtes dans l'opposition, c'est comme vous êtes dans un désert. Et personne ne veut rester dans le désert. Vous avez vu un peu ce qui se fait aujourd'hui. Beaucoup veulent aller à la mouvance. Pourquoi? Parce que... Ils sont déjà là-bas. Mais dis donc, ils ont vécu une expérience qu'ils ne voudraient plus vivre. Donc, il faut corriger ça. Les acteurs de l'opposition doivent avoir un peu de marge de manœuvre. Donc, présence dans les institutions de contre-pouvoir. Par exemple, même au sein de l'Assemblée, il y a une place qu'on doit réserver pour la minorité. Pareil dans les autres institutions, que ce soit au niveau de la HAC, au niveau des autres institutions de contre-pouvoir, l'opposition doit avoir voix au chapitre. Un peu comme ça se fait dans les grandes démocraties. En Allemagne, par exemple, au niveau de la question, vous avez un gars de l'opposition. Vous ne verrez pas ces choses-là dans nos pays africains, le Bénin, vous ne verrez pas ces choses-là. Celui qui est majoritaire, il veut tout avoir. Il faut corriger un peu ça pour éviter les abus. Donc, permettre également à ce que les acteurs de l'opposition aient un accès équitable aux médias de service public. Nous l'avons déploré lors des 2 mandats passés. L'opposant ne peut pas exprimer son opinion, ne peut pas faire connaître ses réflexions. Il faut rompre avec ces choses-là. Donc voilà un peu ce qui convient de retenir par rapport à ces réformes. Et donc toutes ces propositions ont été faites à la commission honorée Benjamin Naoum. Cela pourrait régler quelques problèmes que connaît le système politique béninois. Non, c'est important. Je crois que cette question de... Moi, je ne suis même pas d'accord sur une déclaration après l'installation des groupes. Je suis venu au Parlement en tant que représentant du PRD. Le jour où je décide de quitter le PRD pour changer de bloc politique, c'est que je sors de l'Assemblée nationale. C'est ce qu'il a dit. Non, il dit que quand on finit donc d'installer toutes les machines, les députés font une déclaration pour dire je suis de l'opposition ou de la mouvance. Une petite précision, c'est que tant qu'on n'a pas fini de mettre en place les organes de l'Assemblée, c'est un peu difficile parce que vous savez, à des moments donnés, vous n'avez pas le nombre qu'il faut pour constituer un groupe parlementaire. Donc, il vous faut peut-être la collaboration d'autres acteurs, d'accord, pour constituer le groupe. Vous pouvez provenir de plusieurs formations politiques au sein d'un groupe parlementaire. Oui, donc, il faut attendre d'abord que les groupes se constituent. Il faut attendre que les autres organes soient installés avant de dire, bon, maintenant, nous, notre groupe, là, est de tel ou de tel. Bon. Justement, on n'est pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord parce que, parce que si vous êtes élu, si vous êtes le seul député qui représente le PRD et que vous rentrez au Parlement, vous défendez les couleurs du PRD jusqu'à la fin. Tout à fait. Vous n'êtes pas obligé de rester dans un groupe parlementaire. C'est parce que les gens cherchent les avantages, cherchent les choses qu'on rentre dans des groupes parlementaires. Vous êtes dans les groupes parlementaires, votre voix compte beaucoup plus. Ça porte beaucoup plus, je suis d'accord. Vous influencez le cours des choses. C'est toujours bien d'être dans un groupe que d'être... Je crois que mais le problème qui se pose ici, c'est que le monsieur, il rentre en tant que PAD et il sort en tant que FCBE. S'il rentre, c'est-à-dire vous ne rentrez pas sans l'autorisation du groupe politique qui vous a porté. C'est lorsque vous rompez les amarres avec le groupe qui vous a porté que vous êtes maintenant en marge. Et là, vous serez sanctionné. Mais si votre groupe vous dit, voilà l'orientation que nous devons avoir au niveau du Parlement, vous suivez. Oui, cette orientation ne perturbe personne. Ah bon? C'est quand un député rentre sous une autre bannière
et qu'au beau milieu, il a déjà changé de bannière et il sort de l'Assemblée ou bien avant la fin, il est déjà dans une autre situation. S'il le fait ainsi, il paie. C'est ça. Il faut commencer par là. Des députés qui font un tour au palais de la présidence, on l'a vu avec le Cabonnier qui vous disent que maintenant c'est fini. Je ne suis plus là-bas. Mais s'il dit ça, il ne retourne plus. Je pense que la loi doit être suffisamment claire à ce niveau. On ne vient pas en balade de santé à l'Assemblée nationale parce que on veut remplir son ventre. Non, pas du tout. On est venu avec des idées. Votre parti a des idées pour la nation et que vous venez défendre. Vous venez défendre les intérêts de ceux qui vous ont élus. Mais le monsieur vient là, il dit, bon, vous m'avez déjà élu, hein, ce n'est plus votre problème, je gère ma vie. Non, ça ne doit plus être comme ça à partir de maintenant. Je pense que si nous faisons des réformes aujourd'hui, sur le plan politique, il faut régler ces problèmes-là définitivement. Alors, le PSD s'est également intéressé à la question de mandat unique qui alimente toutes les discussions ces derniers moments. Alors, vous avez fait une proposition de mandat unique de 7 ans, un septennat. Un septennat. Cette proposition est venue depuis nos préparatifs pour l'élection présidentielle passée. Vous savez, le PSD avait son candidat qui n'a pu faire la compétition pour des raisons que vous connaissez. Donc le candidat du PSD d'alors, le président Emmanuel Golou, avait déjà proposé dans son programme que pour vraiment impacter le développement du pays, il faut un mandat unique de 7 ans. Donc le débat était déjà d'actualité au niveau du PSD, au niveau du président. Un septennat. Mais en quoi un mandat unique peut impacter le développement? Alors, le mandat unique vous permet de ne pas être continuellement en train de poser des actes à impact rapide, des actes de démonstration, juste pour impacter une partie ou une région du pays dans l'intention de bénéficier de son soutien pour les élections à venir. Et pourquoi 7 ans? Nous avons estimé que en 7 ans, le régime qui vient, il a une année de balbutiement, une année, si tout se passe bien, il a les manettes du pouvoir et peut maintenant enclencher des actions de développement. Le temps de conception des grands projets de développement, le temps de la mobilisation de financement et le temps de la réalisation, tout ça peut vous prendre banalement 3 à 4 ans. Donc, celui qui a déjà des ambitions, qui a déjà au niveau du pays la loi programme qui lui indique déjà les grands axes de développement, quand il vient, il ne perdra pas beaucoup de temps. Il pourra, en ce laps de temps, concevoir, mobiliser le financement et puis réaliser les grands projets prioritaires pour le pays. Et maintenant, s'il a beaucoup d'habileté en management, il peut encore faire beaucoup d'autres choses rapidement dans cette période-là, avant de commencer à amorcer dans la 6e année le bilan de toute son action. Mais quand on est dans un mandat de 5 ans, nous n'avons pas souvent, c'est-à-dire le temps ne suffit pas. Le temps de prendre les commandes du pays, un an est vite passé. Le temps de commencer à élaborer, on est déjà 2-3 ans de courir et on commence par dire, mais si je dois revenir, alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Je n'ai pas nommé des gens dans telle région. Je n'ai pas nommé dans telle autre région. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut envoyer déjà rapidement une route là-bas. Il faut envoyer une école là-bas. Donc, on laisse les actions prioritaires de développement et on s'adonne à des actions d'éclat éphémères qui n'ont rien à voir avec les priorités en matière de développement du pays. Donc c'est pourquoi nous avons estimé que pour notre pays, nous sommes vraiment à un niveau où, dans beaucoup de conscience, il faut avancer. Et pour avancer, nous avons estimé qu'il faut rompre. Il faut un mandat unique pour laisser cette, je vais dire, hantise qui nous anime à la fin d'un mandat où on dit est-ce qu'il va modifier, il va pas modifier, et c'est ça qui occupe l'attention de tout le monde. Il faut rompre avec ça. Un mandat unique de 7 ans, celui qui est animé d'une bonne volonté, qui s'est entouré des compétences qu'il faut, quand il vient, il voit le canevas déjà tracé pour le pays, il va faire de bonnes choses pour le pays. Il finit,
il passe le tablier à quelqu'un d'autre. Voilà comment nous avons pensé qu'il faut faire. Et on n'est pas tenu de faire la démocratie comme ça se fait partout. Vous avez, aujourd'hui, dans les grandes démocraties, les États-Unis, la France, quand ils vont en campagne, ils ne parlent pas d'électricité, ils ne parlent pas de routes à construire, ils ne parlent pas de l'eau, de l'adduction d'eau à réaliser à tel endroit. Non, mais nous sommes encore assez préalables de développement. Donc, il nous faut fixer. Lorsque nous aurons atteint un niveau vraiment appréciable, on pourra faire comme les autres, même pourquoi pas avoir un mandat de 4 ans, comme aux États-Unis, renouvelable. On sait déjà qu'on a déjà posé des balises. Et quiconque vient va rentrer dans le canevas et va conduire le pays vers la destination que nous avons tous voulu et conçu. C'est pourquoi on parle de développement conscient et planifié. Il faut maintenant planifier le développement. Planifier le développement. Il ne faut plus laisser la définition des priorités de développement à la charge des régimes. Et si vous voulez, au niveau, par exemple, des États-Unis, chaque secteur a son canevas de développement. L'éducation, vous avez déjà une vision prospective. Ce qui va se passer au niveau de ce secteur dans 30 ans, c'est connu déjà. Le président qui vient ne peut pas infléchir ça. Non, il vient pour accroître le bien-être des populations. Il vient pour faciliter la vie en communauté, la vie en société. Voilà, les questions de santé, les questions de genre. Nous, on n'en est pas encore là. Nous avons encore besoin du basique. Et pour, oui, nous avons besoin de basique. L'énergie, les routes, régler le problème de l'autosuffisance alimentaire, régler le problème d'adduction d'eau. Nous avons plein de problèmes. Et quand on est à ce niveau, il faut hiérarchiser les priorités. Comme la Chine l'a fait. Et aujourd'hui, la Chine est là où elle est. Honoré Benjamin Naoum, un mandat unique de 7 ans, ça a également ses revers. Oui, il faut avouer. Parce que le vrai problème, c'est la nature de l'homme. Dans un débat précédent, on l'a évoqué. 2 mandats ou un mandat unique, c'est celui qu'on prend pour nous diriger. Mais maintenant, si on propose un mandat unique et qu'on définit à côté le chemin à suivre, ça veut dire qu'on définit déjà les secteurs prioritaires. Il vient juste pour la mise en œuvre. Le problème ne se pose pas. C'est ce qu'il faut faire maintenant pour encadrer cet homme qui est censé diriger plus de 10 millions d'habitants. Parce que bientôt, on sera 15 millions, 20 millions, 25 millions, alors que nous n'avons pas d'usine. On n'a pas de secteur porteur dans notre pays. Il y a quelques opérateurs économiques qui se battent, véritablement. Et on leur donne encore des coups au niveau de l'administration. Donc, c'est des problèmes qu'il faut régler. Que le président serve le Bénin en 7 ans ou en 10 ans, le plus important, c'est d'atteindre les résultats. Moi, je pense même qu'aujourd'hui, le débat qui devrait se faire, parce que celui qui est élu dit, bon, que je propose un mandat unique. Les Béninois ont voté pour lui. Je pense que le débat même, aujourd'hui, ça doit être au niveau de la durée. Parce que pour moi, je pense quand même que vous choisissez quelqu'un qui a tout le temps prôné quelque chose. Maintenant, on a choisi, c'est pas maintenant qu'on va commencer à réfléchir. Moi, mon problème aujourd'hui, c'est de dire, bon, le mandat unique que vous proposez là, c'est pour combien d'années? C'est 5 ans, 7 ans ou 9 ans? 9 ans, moi, je suis contre. 7 ans, c'est bon. Je suis contre. Parce que 9 ans, parce que j'ai entendu certains, même le vice-président a évoqué ça sur une chaîne internationale. Il n'avait même pas le droit d'évoquer ça. Vice-président. Le vice-président de la commission. Ah, d'accord. Chabi Sika a fait une interview. 9 ans, c'est trop. Oui, qui a évoqué ça. Il ne devrait même pas. C'est 5 ou 7. 7 ans. Maintenant, si on analyse bien, on peut dire on donne 7 ans au président de la République pour qu'il puisse nous présenter donc un bilan après. Et on lui dit au revoir, merci de nous avoir servi. Mais en 2 ans, si on voit que le monsieur là, il est dangereux, il faut des institutions pour lui dire, bon, débarquez-le tout de suite. Voilà. Si nous n'avons pas une institution pour débarquer le président tout de suite, alors on laisse les 2 mandats en continu notre route. C'est ce qui nous amène au niveau de la Haute Cour de justice. Monsieur Ngwedi, qu'est-ce que le PSD a proposé à ce niveau? Compte tenu de la lourdeur observée et compte tenu de l'inefficacité de cette institution, nous avons suggéré purement et simplement la suppression. Et donc, en lieu et place, au niveau de la Cour suprême, par contre, il est prévu une chambre judiciaire politique qui va connaître des dossiers de malversation des hauts fonctionnaires ou bien
des ministres, des députés ou même le chef de l'État qui ont commis des malversations lors de la gestion. On va les écouter, mais on ne les jette pas en prison comme de vils individus. Ils sont en liberté jusqu'à l'établissement de la vérité, l'établissement, et puis la décision, lorsqu'elle est tombée, si on vous condamne, vous subissez. Donc voilà ce qui est prévu, mais on supprime carrément la haute cour de justice pour faire encore d'économie, parce qu'il parlait tout à l'heure, on a supprimé la haute cour de justice, on supprime également le conseil économique et social, pour la plupart les attributions du conseil économique et social seront reversées au Sénat, vous voyez, donc on fait d'économie, mais pour plus d'efficacité. Alors, cette suppression de la haute cour de justice au profit de la Cour suprême, un peu comme la proposition faite hier par Maître Marie-Élise Honoré Nahou. Non, je suis totalement favorable à cette institution. Il y a un blocage au niveau du Parlement. Donc, si on doit chaque fois passer par le Parlement, même si vous dites un tiers, vous n'allez pas trouver les un tiers de députés pour voter, pour sortir un député de l'Assemblée nationale. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement supprimer la haute cour de justice, effectivement, et dire, bon, vous commettez une faute, on a des soupçons sur vous, vous allez devant une chambre judiciaire pour vous présenter et dire votre implication dans le dossier. Vous dites, si on voit que vous avez des choses dedans, on vous dit, bon, ok monsieur, vous ne pouvez plus continuer de votre fonction, vous revenez nous voir ici, dès qu'on va vider le dossier, on va voir après si on peut vous nommer à un autre poste. Tranquillement. Même si c'est le président de la République, on l'écoute. Si on voit qu'il a sa main dans ce dossier, on lui dit, bon monsieur, vous sortez de là. Vous quittez la présidence, on organise les élections 6 mois ou 1 an après pour prendre un autre. Donc je pense quand même qu'il faut organiser les choses dans une société. La corruption, c'est ce qui nous tue en Afrique. Et il faut dire aux gens, attention. Parce que s'il n'y a pas des institutions pour dire attention, le président roule comme sur un boulevard. Et on l'a connu en 10 ans. Ça ne doit plus jamais se répéter dans ce pays. Si nous voulons tous atteindre un objectif clair pour notre pays. Merci à vous d'être passé sur ce plateau de 100% Bénin. Stanislas Roumbedi, Honoré Benjamin Naoum, merci d'être passé avec vos différents points de vue. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour ce numéro. Ravi d'avoir été une fois encore en votre compagnie et très bonne suite des programmes sur Sika.